Alors, toujours dans le chapitre L'origine du génotype des individus, chapitre 1 par exemple, nous allons voir maintenant la fécondation et la constitution du génome individuel. Nous savons que la fécondation entre gamètes haploïdes rassemble dans une même cellule diploïde deux génomes d'origine indépendante apportant chacun un lot d'allèles. Alors, nous allons travailler sur une expérience historique, celle de Mendel. La problématique est posée par le brassage de l'information génétique à l'origine des génomes individuels. Et c'est à partir des connaissances sur les observations cytologiques, donc des cellules, la cytologie c'est l'étude des cellules, c'est-à-dire par exemple la méiose, la fécondation, le comportement des chromosomes, donc que la transmission des gènes sera posée par hypothèse pour être ensuite vérifiée et confirmée par l'analyse génétique, c'est-à-dire des études statistiques de résultats de croisement, des analyses d'ADN également. Donc nous allons essayer de montrer le rôle de la fécondation dans la constitution du génome d'un individu en nous appuyant sur les travaux historiques de Mendel. Il a fait notamment des croisements, donc Mendel a fait des croisements, il a réalisé ces croisements, il a fait un échiquier de croisement également, donc il a envisagé cet échiquier, tout du moins, avec les connaissances de son époque. Alors bien sûr, il faudra faire une interprétation du croisement. Mendel lui-même a fait cette interprétation, donc concernant notamment la méiose et la fécondation. Le rétablissement de la diploïdie est assuré par cette fécondation et on peut même s'amuser à faire une représentation de deux chromosomes, ce qui permettra de faire la relation avec la distribution des éléments transmissibles dont parlait Mendel, donc imaginés par Mendel en tout cas. Et la nature de ces éléments transmissibles, nous la mettrons en évidence par l'étude des allèles du gène SGR. Donc allons-y pour les travaux de Mendel. Alors il ne s'agit pas de faire une étude exhaustive des travaux de Mendel, bien entendu. Alors, donc nous sommes dans la fécondation et la constitution du génome individuel. La fécondation, elle rassemble dans une même cellule, que l'on appelle la cellule œuf, deux génomes d'origine indépendante, constituant ainsi l'information génétique d'un nouvel individu. C'est par cette reproduction sexuée que sont transmis les caractères héréditaires. Autrement dit, si on considère cette transmission des caractères, eh bien, elle se fait grâce à la reproduction sexuée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un certain génome dans l'ovule, il y a un génome dans le spermatozoïde, et la réunion des deux génomes, va donner le génome d'une cellule œuf. Donc on partira de deux génomes haploïdes, ovule et spermatozoïde, pour obtenir une cellule diploïde, dont le génome est diploïde. Donc ce sera le génome du nouvel individu qui sera unique. Alors, on peut se poser la question concernant les lois de l'hérédité. Comment est-ce qu'elles ont été établies? Comment est-ce qu'elles ont été confirmées par des découvertes ultérieures? Parce que Mendel a fait des travaux en fait, mais ensuite d'autres chercheurs ont fait d'autres travaux qui ont utilisé les résultats de Mendel pour essayer d'expliquer en fait ce qu'il propose. Ce qu'il propose, on va le voir tout à l'heure. Donc il y aura également, en plus de ça, la notion de chromosome, puis ensuite un petit peu plus tard la notion d'ADN, dans l'ordre historique en tout cas. Alors, connaissant les lois de l'hérédité dont Mendel fait état, entre guillemets,
Donc il y a 3 lois de Mendel gouvernant la transmission des caractères héréditaires. D'abord la loi d'uniformité des hybrides F1. Les hybrides sont des hétérozygotes pour un gène particulier. Alors vous connaissez les allèles, hein. Les gènes peuvent avoir plusieurs allèles. Par exemple, si vous avez un gène, un allèle grand A, vous pouvez avoir un allèle petit a. Donc un hybride, par exemple, pourrait être grand A, petit a. Tandis qu'un individu qui ne serait pas hybride, ce sera un individu dont le génome sera, par exemple, grand A ou petit a, petit a. Là, on aura des lignées pures qui seront homozygotes. Donc, on en reparlera tout à l'heure. Donc, Mendel a proposé donc, des lois gouvernant la transmission des caractères héréditaires. Donc, d'abord, comme je vous disais, la loi d'uniformité des hybrides F1. Pourquoi F1? Eh bien, parce que si on croise deux lignées pures, le résultat sera une F1. Donc, on a les parents, croisement, donc deux parents purs, par exemple grand A, petit a, fécondation entre les deux. Donc on obtiendra des descendants qui peuvent être et qui seront uniquement, dans ce cas-là, grand A, petit a. Donc on a bien un hybride hétérozygote et on aura bien une loi d'uniformité des hybrides F1 qui sont obtenus à partir du croisement de deux lignées pures, soit grand A avec petit a, soit d'autres exemples de gènes. Parce que grand A, petit a, c'est un exemple, hein, c'est pour schématiser, mais on pourrait prendre par exemple un petit pois qui sera lisse ou rugueux ou pas lisse. Donc on aurait un gène correspondant, ça pourrait être une couleur verte ou pas verte, etc. Bon, on en parlera après. Deuxième loi, c'est la loi de disjonction. Ça veut dire que, et à l'époque ils ne connaissaient pas encore la méiose, mais la disjonction, c'est par exemple au cours de la méiose, si vous avez un hybride par exemple qui est grand A, petit a, et bien formation des gamètes, il va bien y avoir disjonction en fait des allèles. Pourquoi? Bon, c'est encore un petit peu mystérieux à l'époque, hein, mais on verra que la notion de chromosome puis d'ADN nous permettra de répondre au problème. Donc deuxième loi, loi de disjonction, et troisième loi, c'est la loi d'indépendance des caractères. Donc ça veut dire que les allèles, en fait, globalement, sont indépendants. Ils peuvent être transmis indépendamment ou être récupérés de manière indépendante, mais deux gènes lors de la fécondation, deux allèles lors de la fécondation vont être réunis. Bon. Alors, Mendel, donc, il a fait des hypothèses, et nous aussi, on peut faire des hypothèses qui sont issues des travaux de Mendel à Brno, actuellement en République tchèque, en 1854. Johann Mendel, de 1822 à 1884, est un moine botaniste qui possède une solide formation scientifique. Il mène des recherches dans le but d'améliorer les plantes comestibles et d'agrément. Il choisit le pois comme plante modèle. Alors, tout à l'heure, nous parlerons de lignées pures. Mais avant de parler de lignée pure, on peut en parler maintenant. C'est quoi une lignée pure en fait? Tout à l'heure, j'ai sous-entendu un petit peu le problème. Eh bien, c'est l'ensemble d'individus homozygotes obtenus par une succession de croisements consanguins. Et le croisement de deux lignées pures donne une génération F1 homogène. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc pour Mendel, il s'agit de réaliser des croisements. Pour Mendel, donc un caractère de la plante peut prendre deux traits différents. Alors à l'époque, il ne savait pas encore, mais ces traits différents, pour nous, ce seront les allèles. Et pour lui, ces traits différents, ça peut être par exemple graines lisses ou ridées. Donc en fait, il y a un caractère graine lisse ou graine ridée. Et on verra indépendamment que ça dépend en partie de certains gènes, certains allèles
de ce gène, comme on le verra tout à l'heure, mais je répète qu'à l'époque, ils ne le savaient pas encore. Ou bien ça peut être également deux autres traits de caractère, ça peut être graine jaune ou graine verte. Donc on verra tout à l'heure un exemple, comment est-ce qu'on explique que la graine est jaune ou que la graine est verte. On prendra l'exemple sur un gène, un allèle particulier, enfin un gène particulier avec ces deux allèles particuliers, grand I et petit i. Vous pouvez commencer à y réfléchir. Donc je répète que pour Mendel, un caractère de la plante peut prendre deux traits différents, par exemple graine lisse ou ridée, ou bien graine jaune et graine jaune ou verte plutôt. Vous voyez, là il y a deux fois deux caractères différents. Graine lisse ou ridée, on pense à des allèles. Un allèle donnera une graine lisse et un autre allèle ridé. Donc ça peut être une mutation d'un allèle qui permet de caractériser ou de jouer en tout cas sur les caractères de la graine qui est lisse ou ridée. Et ensuite, deux autres caractères, graines jaunes ou vertes. Alors pourquoi est-ce qu'on a des graines jaunes? Pourquoi est-ce qu'on a des graines vertes? Il y aura donc un allèle, enfin un gène qui sera spécialisé dans cette couleur, avec deux allèles, dont l'un sera sans doute correspondra à une mutation qui ne permettra pas d'obtenir la couleur verte ou la couleur jaune. On verra dans quel cas tout à l'heure. Alors Mendel, il sélectionne des lignées pures. Alors vous vous souvenez ce que c'est qu'une lignée pure? Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est l'ensemble d'individus homozygotes obtenus par une succession de croisements consanguins. Alors croisement consanguin, c'est pas conseillé de le faire, mais pour les plantes, bon, c'est un peu spécial. Et je répète que le croisement de deux lignées pures va donner une génération F1. Donc Mendel sélectionne, donc j'ai dit, des lignées pures, c'est-à-dire des plantes dont les caractères sont stables sur plusieurs générations. Ça veut dire par exemple, imaginons on travaille sur des plantes qui ont des graines lisses ou ridées. On plante les petits pois à graines lisses, on obtient des pieds de petits pois où tous les petits pois seront lisses. Et puis on plante à côté des petits pois dont les graines sont ridées, on obtiendra des plants de petits pois qui donneront des graines qui seront toutes ridées. Alors attention, parce que si vous laissez faire la nature, comme vous avez une lignée pure, enfin deux lignées pures, le vent, les insectes, etc. vont échanger les informations, entre guillemets. Donc les gamètes vont pouvoir s'échanger, et à ce moment-là on obtiendra des F1. Donc à ce moment-là on n'est plus dans la lignée pure. Donc si on veut garder les lignées pures, il faut faire attention à ce que les plants de petits pois à graines ridées ne soient pas en contact avec les plants de petits pois à graines jaunes, par exemple. Et même chose pour les graines lisses ou les graines ridées. Donc je parlais de graines lisses ou ridées ou d'autres plants, graines jaunes ou vertes. Vous avez compris, j'ai dû me tromper à un moment donné. Petits pois ridés, vous plantez vos petits pois ridés, il ne faut pas qu'ils soient en contact avec les petits pois, enfin avec les pieds de petits pois à graines lisses. Sinon on fait des F1. Et on n'en veut pas pour l'instant. Pourquoi est-ce qu'on n'en veut pas? Parce que Mendel voulait obtenir des lignées pures. Bon, après, quand il va faire des croisements, c'est autre chose. Il va obtenir des F1. Alors, Mendel, en fait, réalise de très nombreux croisements entre plantes qui diffèrent par un ou deux caractères. Par exemple, graines ridées ou lisses, graines jaunes ou vertes.
et il étudie de manière statistique la descendance sur 2 ou 3 générations successives. Les croisements sont réalisés en pratiquant une pollinisation artificielle pour obtenir des F1. Donc du pollen d'une plante est déposé sur le pistil d'une autre plante. Donc ainsi on a une fécondation croisée, et si on a un plant avec graines ridées et un plant graines lisses, on aura une F1, et les graines sont comment, lisses ou ridées? Pour l'instant on ne sait pas. Alors, donc je répète pour bien comprendre que il y a 3 lois de Mendel qui gouvernent la transmission des caractères héréditaires: la loi d'uniformité des hybrides F1, la loi de disjonction et la loi d'indépendance des caractères. Pour Mendel, du côté de Mendel, donc il y a des plantes. Les plantes ont des caractéristiques bien précises et chaque plante a des caractères qui sont exprimés par ce que Mendel appelle des traits. Donc exemple numéro 1, on peut avoir des lignées lisses, donc avec des petits pois lisses ou ridés. Et l'exemple 2, ça peut être des petits pois qui sont jaunes ou bien qui sont verts. Donc ce sont des traits de caractère. Et Mendel donc sélectionne des lignées pures, puis il obtient évidemment des lignées stables sur plusieurs générations. Alors ça veut dire quoi sur plusieurs générations? Imaginons vous prenez un petit pois, vous le plantez. Le petit pois, qu'est-ce qu'il fait? Il va germer, il va donner une plante. Cette plante va donner des fleurs. Les fleurs, à un moment donné, vont se transformer, vont donner des petits pois. Et si votre petit pois est lisse au départ, tous les petits pois obtenus par la plante seront lisses également si la lignée est pure. Pour les graines ridées, vous plantez un petit pois ridé, vous obtenez d'une plante, fleurs et des petits pois ridés. Donc on a des caractères stables sur plusieurs générations. Donc cette stabilité et ces lignées pures eh bien, sont homozygotes pour les caractères concernés. Homozygote pour les caractères concernés. Homozygote, ça veut dire que les deux allèles sont identiques. Par exemple, tout à l'heure, on a dit grand A, pour prendre un exemple. Donc ça peut être grand A, homozygote. Petit a, individu homozygote. Et grand A, petit a, individu hétérozygote. Donc on a des lignées pures, grand A, ou lignées pures également, petit a, fécondation entre les deux, hybride F1. Alors je répète, parce que c'est pas toujours évident à bien comprendre. Donc Mendel, vous avez compris, il a nommé, alors il nommait pas ça les allèles, parce qu'à l'époque il savait pas, il connaissait pas, il n'a pas inventé le mot encore, mais il a dit ce sont des traits de caractère. Alors traits de caractère qu'on représente nous au niveau du phénotype, ridé ou lisse, jaune ou vert, mais c'est indirectement que nous on sait que ça correspondra à des gènes, donc à des allèles. Donc c'est l'art d'étudier les travaux de Mendel et puis d'essayer de comprendre à quoi ça correspond ce qu'il fait, puisque à l'époque il ne connaissait pas encore la méiose, la mitose, tout ça, il ne connaissait pas tout ça encore. Donc c'est quand même formidable ce qu'il a fait. Donc Mendel, après avoir obtenu des générations pures et stables, eh bien, il fait des croisements entre des plantes qui diffèrent par un ou plusieurs caractères. Alors notamment là, c'est qui diffèrent par un ou deux caractères. Par exemple, il s'occupe des petits pois que de la forme des petits pois, lisses ou ridés. Puis sur un autre plan de petits pois, il peut s'occuper uniquement de la couleur verte ou jaune des petits pois.
Donc ça veut dire il fait des croisements pour étudier un caractère, ridé ou lisse, ou étudier un autre caractère, jaune ou vert. Donc c'est pour ça qu'on dit, donc il fait des croisements entre des plantes qui diffèrent par un ou deux caractères. Un caractère lisse, ridé, ou un autre caractère vert, jaune. Vous allez dire, il répète. Mais je veux que vous compreniez bien, parce que je vous connais tellement que des fois c'est confus dans la tête. Donc c'est bien de répéter finalement. Si vous avez compris, tant mieux. Bah, j'espère que vous avez compris. Bon, et le croisement se fait par pollinisation artificielle évidemment, puisque une fois qu'il a obtenu les lignées pures, il veut des F1, donc faut que lui il fasse ces petites manipulations pour que les ovules et les grains de pollen soient en contact entre des plants différents, en fait. Par exemple, un plant j'allais dire des pommes de terre, un plant de petits pois lisses, un plant de petits pois ridés, croisement, on obtient des petits pois qui auront, donc on obtient une F1, mais quelle sera la couleur des petits pois? Eh bien, on s'aperçoit que, on en parlera après, hein, mais il y aura, par exemple, il fait des études statistiques, petit pois jaune, il en obtiendra 6022, et petit pois vert, 2001. 2001, quoi. Donc ça veut dire que dans la F1, les petits pois seront jaunes. Enfin, jaune ou vert. Alors, vous voyez, en fait, on va voir après, hein, on va voir le tableau de croisement. J'essaie de vous faire comprendre que ce que je viens de vous dire, en fait, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je vous dis, il va obtenir 6000 pois jaunes à peu près et 2000 pois verts. Mais comment est-ce qu'il va obtenir ça? Est-ce que par exemple il fait un croisement F1 et il obtient 6000 et 2000? Ou alors est-ce qu'il obtient que des petits pois qui ont la même couleur dans la F1? Eh bien, il obtiendra des petits pois qui n'ont que la même couleur, en fait. Donc ça veut dire ce que je vous ai dit, les histoires de 6000 et 2000, ce sera pour une F2, c'est-à-dire une F1 croisée avec une F1. Donc les F1, en fait, ont par exemple, imaginons on a grand A, petit a, petit a. Croisement, F1, grand A, petit a. On croise des grand A, petit a avec des grand A, petit a. Donc on croise deux F1 ensemble. On obtient une F2. Et c'est dans la F2 qu'il va s'apercevoir qu'il y a 6000 pois jaunes et 2000 pois verts. Et ça, il faudra l'expliquer, ça. Pourquoi est-ce qu'on a 6000 et 2000? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas que des pois jaunes ou que des pois verts? Pourquoi est-ce qu'il y a, on passe de 6000 à 2000? Donc il y a beaucoup moins de verts que de jaunes. Pourquoi? On verra tout à l'heure. Donc Mendel, après avoir réalisé des croisements de lignées pures pour obtenir des F1, pour un ou deux traits de caractère, eh bien il va y avoir ce que l'on appelle une nouvelle conception de l'hérédité. À l'époque de Mendel, la reproduction des plantes est mal connue. Bon. On ignore tout de la mitose et de la méiose. Donc ça c'est important à savoir parce que ça veut dire que Mendel, il réfléchit mais il ne connaît pas les mécanismes cellulaires en cause, la division des chromosomes, l'ADN, tout ça il ne connaît pas. Donc on ignore tout de la mitose et de la méiose, des chromosomes, de l'ADN également. Tout ça c'est inconnu à l'époque. Et la notion de gène n'existe pas encore, et encore moins la notion d'allèle. Par contre, lui, il définit des traits
de caractères. Donc là, on fait la relation déjà avec les allèles. À l'époque, on admet une hérédité par mélange. On mélange des lignées pures pour obtenir, oui, on mélange, allez, on va simplifier. On mélange des lignées pures pour obtenir des lignées impures. Donc on admet une hérédité par mélange, c'est-à-dire que les caractères d'un descendant seraient intermédiaires entre ceux de ses parents. Donc ça veut dire lisse, ridé. Selon lui, ce serait ni lisse ni ridé, mais entre les deux. Et là, on a la notion de codominance qui se met en place. Mais bon, ça c'est autre chose. En fait, il n'y a pas de mélange intermédiaire dans les petits pois. On verra qu'il y a des petits pois qui sont que jaunes ou que verts, ou que ridés, ou que lisses. Il n'y a pas d'intermédiaire dans ces cas-là. Oui, il y aurait des intermédiaires dans d'autres plantes, ou une couleur, par exemple, une couleur rouge, couleur blanche, couleur intermédiaire, couleur rose. Là, on aura une notion de codominance. En 1866, il publie son mémoire intitulé « La recherche sur les hybrides végétaux », dans lequel il déduit de ses travaux que les traits des caractères dont nous avons parlé sont déterminés par des éléments transmissibles. Et nous, on pense bien aux allèles. Selon lui, ces particules héréditaires, dont il ignore la nature, sont présentes en 2 exemplaires chez une plante, mais en un seul exemplaire chez les ovules et les grains de pollen. Les plantes hybrides F1 posséderaient donc les 2 traits de caractère, même si un seul se manifeste. Donc il nomme ce trait exprimé un trait dominant. Le trait dominant. Donc là, on a la notion de récessivité également que lui n'avait pas mis en place à l'époque. Mais par exemple, dans les petits pois verts ou petits pois jaunes, eh bien, dans les hybrides F1, est-ce qu'on va obtenir du vert ou du jaune? Si on obtient par exemple du vert, le trait dominant sera vert. Si on n'obtient que du jaune, le trait dominant sera jaune. Tout à l'heure, je vous ai dit, dans la F2, là, on a du jaune et du vert en moins grande quantité. Donc ça veut dire qu'il y a une notion de dominance et de récessivité qui se met tout doucement en place. Ensuite, il fait des hypothèses. Première hypothèse, c'est que les 2 éléments transmissibles se sépareraient au moment de la formation des cellules sexuelles. Alors pour nous, on sait que c'est la méiose. Et à l'époque, apparemment, il avait déjà quelques notions sur la séparation, donc sur la formation des cellules sexuelles. Donc je répète que ces 2 éléments transmissibles, ce seraient les allèles pour nous, les traits de caractère pour lui, donc se sépareraient au moment de la formation des cellules. Ça veut dire si par exemple on a grand A, petit a, petit a. Donc on a toutes les cellules de la plante sont grand A, petit a, c'est un hybride F1. Et au moment de la formation des cellules sexuelles, séparation. Grand A, petit a. Séparation des traits de caractère. Que lui, il nomme traits de caractère à l'époque, mais que nous, on va nommer allèle, évidemment. Donc il avait déjà eu l'intuition de quelque chose qu'on allait découvrir plus tard. Donc là, on parle de méiose. Mais lui ne savait pas ce que c'était que la méiose à l'époque. Et puis, deuxième hypothèse qu'il fait, c'est que les cellules sexuelles se combineraient au hasard au moment de la fécondation. Ça veut dire qu'on a des cellules sexuelles avec un trait, donc un allèle, et réunion de ces 2 traits, donc de ces 2 allèles au moment de la fécondation. Et donc ça veut dire que dans la cellule œuf serait diploïde, alors que les gamètes sont haploïdes. Donc Mendel propose la notion de trait comme élément transmissible. On l'a déjà dit, mais je répète. Ces traits sont des particules héréditaires
donc qui se transmettent. Donc ce sont des particules héréditaires qui peuvent être présentes en 2 exemplaires dans la plante, mais en un seul exemplaire dans l'ovule et en un seul exemplaire dans le grain de pollen. Donc les plantes seraient bien diploïdes pour ce caractère en tout cas, et les cellules sexuelles seraient haploïdes pour les caractères. Donc possèdent soit l'un soit l'autre des caractères. Ça veut dire un gamète, par exemple, posséderait le trait de caractère vert et un autre gamète posséderait le trait de caractère jaune. Mais pas les deux. Par contre, quand il y a réunion des 2 traits de caractère pour former les F1, à ce moment-là, on aurait un trait de caractère qui donnerait du vert et un trait de caractère qui donnerait du jaune. Donc, ces traits s'expriment sous forme de traits dominants ou récessifs, mais ils ne connaissaient pas récessif encore à l'époque. Et de plus, il y a donc ces 2 hypothèses que l'on a formulées précédemment, comme quoi les éléments transmissibles se séparaient au moment de la formation des cellules sexuelles au cours de la méiose, ça c'est nous qui le disons. Et deuxième hypothèse, c'est que les cellules sexuelles se combineraient au hasard au moment de la fécondation, ce qui donnerait une cellule œuf. Donc lui à l'époque, Mendel, il formule la descendance sous forme d'un tableau de croisement. Alors, vous imaginez, donc, il y a 3 colonnes, 3 lignes. Vous avez dans la... Allez, vous faites pollen grand A ou pollen petit a. Ovule grand A ou ovule petit a. Donc, première ligne, pollen grand A, pollen petit a. On prend un exemple de trait de caractère qu'on appelle grand A et petit a. Donc, d'allèle, grand A, petit a. Et ça, c'est présent dans les étamines des hybrides F1. Grand A, petit a. On sépare le pollen grand A et le pollen petit a. Et sur la première colonne, on a les ovaires d'un hybride F1 qui possède des ovules grand A ou des ovules petit a. Puisqu'on a des hybrides. Et si on veut croiser les hybrides entre eux, donc F1, F1 entre eux, on a bien grand A, petit a, grand A, petit a. Étamine, ovaire, donc ovule, donc grain de pollen. Et les résultats du tableau de croisement donnent des individus, donc 4 types d'individus. Soit on a ovule grand A avec le pollen grand A, on obtient une lignée, une plante pure grand A, au niveau des traits de caractère, donc au niveau des 2 allèles. Et donc au niveau du phénotype, on aurait un phénotype grand A. Donc là, on aurait une lignée pure. Et on peut très bien avoir également une autre lignée pure, un autre allèle. Enfin, une autre... là, on avait un homozygote, en fait. Grand A, grand A. Mais le pollen petit a peut féconder l'ovule grand A. On obtiendra dans ce cas un hybride. Donc une plante hybride, grand A, petit a, qui est donc hétérozygote pour l'allèle considéré, donc le trait de caractère considéré par Mendel. Ou bien le pollen grand A peut s'associer à l'ovule grand A, on a donc une plante hybride grand A, petit a, ou bien le pollen petit a peut féconder l'ovule petit a, on obtient dans ce cas une plante pure petit a, de phénotype petit a. Alors que les hybrides grand A, petit a avaient un phénotype grand A. Donc là, dans ce tableau de croisement, on a 3 phénotypes grand A et un phénotype petit a. D'où, puisque comme on a croisé F1 et F1, donc grand A, petit a, on les a croisés entre eux, nous on a fait le tableau de croisement, mais en réalité, c'est une F2. Les individus à l'origine de la fécondation, en fait, sont des individus de génération F2, donc qui correspondent à 2 F1 croisés entre eux. Et donc on obtient bien beaucoup plus de jaune 6000 que de vert 2000. Donc on considère que grand A, par exemple, ça peut être le caractère jaune
ce qui donnera un trait ce serait un trait de caractère qui donnerait le phénotype jaune, le caractère jaune, alors que le petit a donnerait le phénotype vert, mais lorsque petit a est avec grand A, bien c'est grand A qui s'exprime. Donc ça veut dire si on a grand A, on a du jaune. Si on a grand A, petit a, alors grand A ou grand A, petit a, on a du jaune. Et si on a petit a, on a du vert. On a une lignée pure verte. Alors que tout à l'heure, on avait une lignée pure grand A, mais les petits pois, par exemple, étaient jaunes, et deux lignées impures hétérozygotes, donc type F1 en fait, et on aurait des petits pois qui seraient de phénotype grand A, mais de génotype grand A, petit a. Bon. Alors, ensuite, nous allons essayer d'interpréter les travaux de Mendel avec les connaissances actuelles. Alors, les déductions logiques de Mendel sur l'hérédité, baptisées loi de Mendel, nous en avons parlé tout à l'heure, sont remarquables au vu des connaissances de l'époque. Après l'observation et la découverte des chromosomes, de 1875 à 1888, c'est un cytologiste américain, Walter Sutton, qui, en 1903, associera les lois de l'hérédité, émises par Mendel 37 ans plus tôt, au comportement des chromosomes au cours de la méiose et de la fécondation. Les travaux réalisés par Morgan sur les drosophiles à partir de 1910 permettront de valider la théorie chromosomique de l'hérédité. Donc on passe des traits de caractère de Mendel, avec la notion de dominance également, aux chromosomes, qui ont été découverts un petit peu plus tard, et puis encore plus tard, on verra que ce sera l'ADN qui sera découvert. Alors, donc, 3 lois de Mendel sur l'hérédité, on les rappelle, enfin je ne vais pas les rappeler. Donc, observation des chromosomes et découverte des chromosomes. Donc ça de 1875 à 1888. Puis association des lois de Mendel avec le comportement des chromosomes. Donc ça c'était Walter Sutton en 1903. Et puis validation de la théorie chromosomique de l'hérédité, donc grâce aux travaux de Morgan en 1910. Alors quand on dit le comportement des chromosomes, on parlait du comportement des chromosomes lors de la méiose et lors de la fécondation. Lors de la méiose, on a bien une disjonction des traits de caractère, donc des allèles, et on avait bien la fécondation, c'est-à-dire la réunion des traits de caractère dans la cellule œuf. Puis il y a eu la découverte de l'ADN. Alors, on va voir tout à l'heure le comportement d'une paire de chromosomes au cours de la méiose et de la fécondation. Mais d'abord, je voudrais vous dire que l'identification de l'ADN, notamment de sa structure en 1953, et des techniques de plus en plus performantes et accessibles de séquençage, marque l'avènement de la génétique moléculaire. Moléculaire. Le gène responsable de la couleur de la graine chez le pois, nommé SGR pour Stay Green, reste vert, a été identifié en 1907, donc il n'y a pas très longtemps. Il intervient dans le processus de dégradation de la chlorophylle pendant la maturation de la graine. Le gène SGR existe sous 2 formes alléliques, l'allèle grand I, qui va coder pour une protéine fonctionnelle permettant
d'enclencher la dégradation de la chlorophylle, d'où la couleur jaune, alors que l'allèle petit i conduit à une protéine non fonctionnelle. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de dégradation de la chlorophylle et donc la graine sera verte. Donc à l'origine, on pense plutôt que c'est petit i qui provient d'une mutation de l'allèle grand I. En théorie, comme on l'a vu tout à l'heure, la majorité des graines étaient jaunes et une minorité des graines étaient vertes. Une majorité était jaune et une minorité était verte. Donc on a dit que loi de Mendel, validation de la théorie chromosomique de l'hérédité grâce aux travaux de Morgan, puis découverte de l'ADN. Bon, je répète un petit peu, notamment de sa structure en 1953. Puis, il y a l'avènement de la génétique moléculaire. Bon, ça vous l'avez compris, on l'a déjà dit. Alors, on prend l'exemple du gène SRG. Je répète au cas où vous n'auriez pas compris. C'est le gène responsable de la couleur de quoi? De la graine. Identifié en quelle année? 2007. Donc on a deux allèles grand I et petit i. L'allèle grand I donne une protéine fonctionnelle qui va permettre la dégradation de la chlorophylle pendant la maturation de la graine et donc la graine sera jaune. Donc I résulterait d'une mutation de l'allèle grand I pour la couleur du petit pois qui est plutôt jaune en général. Et donc on a vu grand I, donc protéine non fonctionnelle, qui donne une protéine non fonctionnelle, dégradation de la chlorophylle et la graine est jaune. Et par contre, si petit i donne une protéine non fonctionnelle, dans ce cas, la graine sera verte. Bon. Donc voilà pour cet exemple. Alors, vous pouvez vous amuser à travailler sur Anagen. Donc c'est un logiciel de traitement des séquences. Et vous pouvez comparer les deux allèles du gène SGR et identifier les mutations à l'origine de la couleur verte des graines de pois. Bon, on ne va pas le faire ici parce que c'est plutôt de l'oral que je fais, mais vous pouvez repérer des séquences d'ADN de deux allèles impliqués dans la couleur de la graine chez le pois. Donc logiciel Anagen, seule une partie des séquences peut être représentée si vous avez le bon manuel. Donc voilà. Vous avez représentation de l'allèle grand I et de l'allèle petit i. Vous allez voir qu'il y a une grande différence entre les deux. D'où le fait que grand I, qui est le gène original, qui est apparu en premier dans l'évolution peut-être, par rapport à petit i évidemment. Et donc petit i a subi, grand I a subi une mutation qui a donné petit i. Et grand I, protéine fonctionnelle qui dégrade la chlorophylle, la graine est jaune. Et petit i, protéine non fonctionnelle qui ne dégrade pas la chlorophylle, donc la graine est verte. Donc voilà. Donc on a vu que on a parlé de fécondation et de constitution du génome individuel en relation avec les travaux de Mendel et au vu des connaissances actuelles. Donc on a vu des hypothèses issues des travaux de Mendel. Et puis on a essayé d'interpréter les travaux de Mendel au vu des connaissances actuelles. Vous avez des questions? Alors si vous avez des questions, eh bien vous les posez. Je vous écoute. Bon, allez, on arrête là. En tout cas, très bon courage et j'espère que vous avez pu me supporter parce que ça doit être pénible de m'écouter. Très bon courage, sincèrement, très bon courage pour votre année de terminale.